Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. La campagne pour la présidentielle du 12 avril au Gabon bat son plein. Les 8 candidats en liste disposent de 2 semaines pour convaincre les électeurs. Il concède la perte de la capitale Khartoum, mais refuse d'accepter la défaite. Au Soudan, le chef des forces de soutien rapide rejette toute idée de négociation et assure qu'il reviendra avec une détermination plus forte. Et puis nous partirons au Ghana où la télémédecine fait ses premiers pas, une phase expérimentale qui suscite de nombreux espoirs, notamment pour les populations reculées. Ils sont 8 candidats à briguer la magistrature suprême au Gabon. La campagne pour l'élection présidentielle a débuté le 29 mars dernier. Pendant 2 semaines jusqu'au 12 avril, les candidats tenteront de convaincre les plus de 800 000 électeurs gabonais. Comment se déroulent les premiers jours de campagne dans le pays? Réponse avec notre correspondant au Gabon, Géraud Wilfried Obangom. La campagne pour l'élection présidentielle au Gabon a débuté le 29 mars 2025. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est le premier à avoir lancé les hostilités au stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville. Le programme de campagne du président en exercice de la transition au Gabon prévoit une tournée nationale, soit un jour par province. Le Gabon en compte 9. Son projet de société, intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau », vise un Gabon renaissant, où chaque citoyen a la possibilité de participer à la création de la richesse nationale et de bénéficier équitablement de ses fruits. Alain Claude Bilibinze, son principal challenger, a choisi, lui, de faire une campagne de proximité. Au contact direct de ses concitoyens, ce dernier a choisi d'aller écouter directement les habitants et constater les défis qu'ils affrontent au quotidien. Une démarche qu'il entend poursuivre même à l'intérieur du pays. 6 autres candidats sont également en campagne. Géraud Wilfried Obangom à Libreville pour Africa News. Le conflit au Soudan va-t-il prendre fin après près de 2 ans d'affrontements et la récente prise de Khartoum par l'armée? Le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces de soutien rapide, a reconnu cette perte majeure. Cependant, il refuse toute négociation et déclare même que toutes ses troupes reviendront avec une détermination plus forte. Chassé de Khartoum par son rival, le général Hamdan Daglo ne renonce pas. Il affirme avoir ordonné un redéploiement stratégique de ses troupes hors de la capitale afin de mieux se préparer à poursuivre les combats contre l'armée régulière soudanaise. La guerre n'est pas terminée, assure-t-il dans un message audio diffusé sur son compte Telegram. Pendant ce temps, le général Al-Bourhan célèbre sa victoire. Ses troupes contrôlent désormais entièrement Khartoum, mais le prix à payer est lourd. En près de 2 ans d'occupation, les forces de soutien rapide ont saccagé des bâtiments gouvernementaux, des musées et des banques. Face à cette destruction, les autorités militaires ont annoncé une levée de fonds pour reconstruire l'État de Khartoum. L'Arabie saoudite a d'ores et déjà exprimé sa volonté d'apporter son soutien. De leur côté, les forces armées soudanaises promettent de reprendre le contrôle des régions du Kordofan et du Darfour, encore sous domination des FSR. Quelques jours après le violent tremblement de terre en Birmanie, la population est toujours sous le choc. D'une magnitude de 7,7, le séisme a fait 1700 morts selon le dernier bilan, sans oublier les importants dégâts matériels. Alors que l'espoir de retrouver des survivants se réduit, la junte militaire au pouvoir a décrété une semaine de deuil national. La Birmanie est encore sous le choc après le tremblement de terre qui a fait plus de 1600 morts et 3400 blessés vendredi. La communauté internationale est attendue au chevet de ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Le risque de famine dans ce pays était déjà important avant le drame. Bien avant ce tremblement de terre, plus de 19 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire. 15 millions souffraient d'une faim aiguë et 3,5 millions d'autres étaient déjà déplacés. Les niveaux de vulnérabilité sont donc énormes. Le fait d'avoir été frappé par un tremblement de terre de cette taille et de cette ampleur va vraiment pousser la population à bout. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté internationale apporte son soutien. L'OMS a déclenché son système de gestion des urgences.
L'Union européenne a débloqué 2,5 millions d'euros en attendant d'évaluer les besoins sur le terrain, alors que la Chine, l'Inde et la Thaïlande ont aussi promis d'assister le pays. Reste l'épineuse question de l'acheminement de l'aide. Pouvoir consulter un médecin sans quitter son domicile ou restant à proximité. Si la télémédecine s'est démocratisée en Occident, cette pratique médicale à distance par la voie de nouvelles technologies reste rare en Afrique. Au Ghana, un ingénieur a décidé de révolutionner le système de santé local. En phase expérimentale, le projet rencontre un grand succès. Georges Opoku était attendu à Accra, au Ghana, pour une consultation médicale. Mais il ne fera finalement pas le déplacement de la capitale ghanéenne. Il restera dans son village et sa maladie sera examinée grâce à ce véhicule équipé de la technologie 3D. Georges bénéficie de l'expérimentation de la télémédecine au Ghana. J'étais heureux de ne pas avoir à me rendre jusqu'à Korle-Bou, car cela aurait coûté cher, notamment en termes de transport et d'hébergement. Pour beaucoup, la télémédecine pourrait révolutionner les consultations médicales dans le pays. Les médecins peuvent recevoir instantanément des images des patients à distance grâce à la technologie 3D, ce qui leur permet d'évaluer leur état de santé. Une fois valorisée, la technologie ouvrira la voie à l'accès aux soins de santé, même pour les populations des régions éloignées du Ghana. Patients travel very long Nous nous sommes rendus compte que les patients parcourent de très longues distances pour être examinés et qu'ils doivent parfois revenir pour être examinés par un autre médecin. Et si nous pouvions réunir ces personnes de différents endroits, de différentes équipes, qu'elles soient dans le pays ou à l'étranger, toutes en même temps pour discuter de l'état du patient. Les initiateurs du projet espèrent que l'essai sera concluant et permettra la mise en œuvre de la télémédecine au Ghana et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Une infrastructure hydroélectrique porteuse de nombreux espoirs. Au Cameroun, le barrage de Nachtigal sera inauguré après 5 ans de travaux. Plus grande centrale de production d'énergie électrique de l'Afrique subsaharienne. Elle couvrira près de 30% des besoins énergétiques du Cameroun. Un premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle dédié à l'Afrique. Kigali, la capitale rwandaise, accueille le sommet pour l'action sur l'IA. Des leaders mondiaux se réuniront afin de définir la place du continent dans l'économie mondiale de l'intelligence artificielle qui est en pleine expansion. Au Cap-Vert, le Festival Atlantique Music Expo, de retour pour sa 11e édition. À Praia, la capitale, les artistes venus de toute l'Afrique se produiront aux côtés des locaux, l'objectif étant de faire émerger de nouveaux talents. Rabat, la capitale marocaine, accueille le World Football Summit. L'événement international dédié à l'industrie du football se tient en Afrique, une grande première sur le continent. L'occasion pour les professionnels de l'industrie du football d'échanger sur la question de l'évolution de ce sport sur le continent. Et c'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.